Bonjour à tous, alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne Unboxing BD et je profite de la nouvelle année, d'ailleurs en vous souhaitant tous mes vœux, j'espère que vous allez tous bien, pour en refaire une, histoire de relancer un petit peu cette chaîne qui, malgré mon absence, continue de gagner des abonnés et je vous en remercie d'ailleurs. J'ai été surpris de voir que récemment, on avait franchi la barre des 500 abonnés. Youhou, super. Continuez comme ça, ça me fait plaisir. Ça prouve que ces petites vidéos sans prétention que je fais ont du succès, donc je suis assez content. Pourtant, je fais rien de bien extraordinaire. Je vous montre simplement les BD que moi j'achète et que moi j'aime, parce que là, sur cette chaîne, je ne montre que les BD que j'aime. Si vous voulez voir un peu les BD que j'aime pas, ou qui me déçoivent, allez plutôt sur ma page Instagram, puisque là je chronique absolument tous les albums que j'achète. Mais ici, je chronique principalement les BD que j'aime, même s'il m'arrive de dire des petites vérités de temps en temps. Mais le but c'est de faire découvrir des bonnes BD au plus grand nombre, et en particulier de montrer ce qu'il y a dans les albums, parce que c'est pas toujours évident de se faire une idée du contenu d'un album, simplement en regardant ce qu'il y a sur les sites des éditeurs, parce que tout le monde n'a pas accès à une librairie près de chez soi, comme c'est mon cas. Donc c'était le but au départ de cette chaîne, c'est montrer l'intérieur des BD pour faire ses achats en toute connaissance de cause. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé Unboxing BD, cette chaîne. Donc toute cette longue introduction, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, on va chroniquer à nouveau une vieillerie, comme je les appelle, mais une bonne vieillerie, puisque je vais parler de ce nouveau tome de l'intégrale des Pionniers de l'Espérance, qui est paru chez Fordis au mois de novembre dernier. Les Pionniers de l'Espérance, une série de SF, parmi une des premières séries de SF françaises, qui a existé, et c'est scénarisé par Roger Lécureux. Roger Lécureux, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent, parce qu'il n'a pas fait que ça, il a aussi et surtout fait le scénario de Rahan, le fils des âges farouches, avec son coutelas d'ivoire et sa chevelure dorée, qui est dessiné par André Chéret, le regretté André Chéret. Donc Roger Lécureux, il est surtout connu pour ça, pour scénariser Rahan. Mais il a aussi scénarisé cette incroyable série de science-fiction que je vais vous décrire, et surtout son incroyable dessinateur qui s'appelle Raymond. Alors je ne sais jamais si on doit prononcer le tréma. Si c'est le cas, c'est Raymond Poivet. Si c'est pas le cas, c'est Raymond Poivet. Je ne sais pas comment on dit. J'ai pas réussi à trouver d'ailleurs comment on disait. C'est un dessinateur exceptionnel, d'ailleurs qui est très très respecté dans la profession. Et puis vous allez vous en rendre compte au cours de cette vidéo. On commence par un récapitulatif biographique de la carrière de ce fabuleux dessinateur qu'est Raymond Poivet. Vous allez voir qu'effectivement il a fait beaucoup de choses, même si aujourd'hui il est un peu oublié, et c'est une grande injustice. Alors il est un peu oublié parce que il a surtout travaillé pour la presse, et à l'époque, les BD qui sortaient dans la presse, souvent ils n'avaient pas d'album, et c'est les albums qui restent, et là bien sûr il reste pas grand chose ou peu de ce fabuleux dessinateur. Raymond Poivet, il est né en 1910 à Cateau-Cambrésis, c'est une petite ville du nord de la France. Pas grand-chose de marquant dans sa jeunesse, sinon à la fin de l'adolescence, il est parti faire des études aux Beaux-Arts, et il a débuté très tôt sa carrière de dessinateur de BD, vers 30 ans, en 1940. Alors, il a fait des récits historiques sur Napoléon, qui est paru dans une revue qui s'appelait L'Audacieux. Et puis il a fait aussi, juste après, un récit historique sur Christophe Colomb, qui est paru dans une revue qui s'appelait L'Aventureux. Alors ces revues, c'est des vieilles revues complètement oubliées de nos jours, mais c'est ainsi que paraissaient les bandes dessinées à l'époque, on appelait ça des illustrés. Voilà, L'Audacieux, L'Aventureux. Ensuite, il a développé son style, et son style au départ, il s'inspirait beaucoup de Hal Foster, par exemple, le dessinateur de Prince Valiant, pour ceux qui connaissent. Alors c'est évident aussi quand on lit les Pionniers de l'Espérance qu'il s'est inspiré de Alex Raymond, et en particulier de Flash Gordon.
Qu'est-ce qu'il a eu comme autre influence? Milton Caniff, bien sûr, le dessinateur de Terry et les Pirates, je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Enfin bon, il a été biberonné à ces grands dessinateurs, et ça se sent dans son style, mais qu'il va personnaliser petit à petit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, dans les années 50-60, alors je ne vais pas résumer toutes les bandes qu'il a faites, parce qu'il en a fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je vais parler des plus marquantes, on va dire, et encore, je vais certainement en oublier. Alors moi, il y en a une qui me marque. Alors je l'ai jamais lu, mais les quelques dessins que j'ai vus me font très très envie. Alors c'est une BD un peu sentimentale qui s'appelle Mamzelle Minouche, qui paraissait dans l'Humanité. Alors c'est les mésaventures d'une petite secrétaire qui participe aussi aux enquêtes d'un cabinet de détectives. Alors ça a quand même duré très très longtemps dans le journal L'Humanité. L'Humanité, c'est le journal du Parti communiste. Ça a duré pendant 979 strips. Alors, les strips, ce sont des bandes simplement qui paraissaient quotidiennement. Et alors c'est le système un peu à l'américaine, les strips. Et ça a duré jusqu'en 1964, donc ça l'a occupé quand même très très longtemps. Ça a eu pas mal de succès, Mamzelle Minouche. D'ailleurs, après l'arrêt du dessin par Raymond Pohivet, c'est Pierre Dupuis qui a repris le dessin de Mamzelle Minouche. La série s'est continuée à la demande des lecteurs et des lectrices, bien sûr. Alors, c'est très difficile maintenant de pouvoir lire cette série. Alors d'une part parce que les numéros de l'Humanité, pour en avoir la collection complète sur plusieurs années, ça va être difficile. Alors il existe 2 albums qui ont été édités chez Précibus, je crois que c'est en 1992, mais ces 2 albums sont à présent complètement introuvables. Alors moi je lance un appel aux éditeurs, aux micro-éditeurs qui chercheraient des BD à éditer, rééditer Mamzelle Minouche, je suis sûr qu'il y aurait un public potentiel pour ça. En 1947, enfin à partir de 1947, il a dessiné une série d'espionnage, on va dire, qui s'appelle Colonel X, pour l'illustrer qui s'appelait Coq Hardy. Donc il a dessiné ça du numéro 81 au numéro 156 jusqu'en 1949. Ça c'est l'histoire des exploits d'un héros de la résistance. C'était au sortir de la guerre, donc ces histoires étaient très courues à l'époque. Et ça, c'est scénarisé par Marie Jacques. Alors, Marie Jacques, qui est un auteur qui a énormément scénarisé de choses dans cette période des années 50, 60, 70, dont ce fameux Colonel X, qui a eu d'autres dessinateurs après Raymond Pohivet. Mais là, pareil, pour avoir un album de Colonel X, ça va être très difficile. Il y a un album qui est paru en poche chez Glénat en 1977, mais album qui est complètement introuvable maintenant. Donc ça va être difficile. Moi, je vais vous dire après quels albums sont trouvables aujourd'hui. On verra ça dans la dernière partie de la vidéo. Sur les années 1948 à 1949, Raymond Pohivet a adapté un film américain qui était sorti à l'époque, qui s'appelait Tumac, le fils de la jungle, et ça c'est sorti dans un autre illustré qui s'appelait L'Intrépide. Donc pareil, là je crois qu'il n'existe même pas d'album, mais c'est une histoire qui vaudrait le coup a priori, surtout quand on voit le film. Le film se prête très bien à l'adaptation en bande dessinée. Le film, je l'ai vu. Ça, il est trouvable, le film. La BD, beaucoup moins. Alors après, à partir de 1961, une de ses séries les plus connues, à Raymond Pohivet, c'est Guy le Bleu. Alors pourquoi elle est très connue? Parce qu'elle est parue dans un périodique de bande dessinée qui a eu énormément de succès, qui s'appelait Pilote, qui a été lancé avec des grosses pointures, dont Uderzo et Goscinny, puisque c'est dans Pilote que sont parues les premières aventures d'Astérix, donc c'est pas rien quand même. Et Raymond Pohivet a créé avec Jean-Michel Charlier au scénario, donc pas rien non plus, Jean-Michel Charlier, le héros journaliste qui s'appelle Guy le Bleu, dont je vais vous reparler en fin de vidéo.
Là, les albums sont trouvables beaucoup plus facilement puisque toutes les aventures de Guy le Bleu viennent d'être rééditées. Je vous montre ça donc tout à l'heure. Alors dans l'intervalle, c'est-à-dire dans les années 50, 60, 70, Raymond Pohivet n'a pas fait que de la bande dessinée, il a fait aussi et surtout beaucoup d'illustrations, et de l'illustration en particulier dans la presse magazine féminine. Alors il y avait des revues, il y en a une qui s'appelait À tout cœur, et une autre qui était beaucoup plus connue qui s'appelait Nous deux. Il a fait énormément d'illustrations, alors des illustrations la plupart du temps magnifiques, je vous mets quelques exemples en illustration. C'est vraiment, c'est là qu'on se rendait compte que c'était un dessinateur hors pair, Raymond Pohivet. Alors il y a pas mal de techniques qu'il a utilisées, hein, il s'en servait des illustrations un peu pour expérimenter parfois. Alors, il a fait des illustrations au lavis, des illustrations à la gouache, il a fait pas mal de choses, et c'est toujours très beau. Alors on trouve parfois certaines de ces illustrations en vente, dans les salles de vente, hein, puisqu'il y a un public pour ça, régulièrement il y a des dessins de Raymond Pohivet qui sont en vente, et franchement ça vaut le coup. C'est vraiment, moi je trouve vraiment magnifique. Ça serait une bonne chose si quelqu'un pouvait s'y intéresser et faire un artbook de Raymond Pohivet. Il y aurait vraiment de la matière pour ça. Alors, si vous voulez en découvrir plus de ces illustrations, d'ailleurs, je vous recommande de vous abonner à la page Instagram officielle de Raymond Pohivet. Alors, bien sûr, c'est pas lui qui gère, hein, puisqu'il est décédé, mais régulièrement sont mises en ligne, hein, de ces illustrations dont je vous parle, et c'est vraiment magnifique la plupart du temps. Alors, en 1971, il s'est passé quelque chose. Raymond Pohivet a publié une histoire. Alors c'est pas une histoire très longue, hein, mais il a publié ça dans une revue qui s'appelait Comics 130, qui est à présent, pour ainsi dire, complètement oubliée. À l'époque, c'était la revue officielle de la librairie BD Futuropolis à Paris. Et Futuropolis qui a fait beaucoup pour la découverte de plein d'auteurs de BD à l'époque. Et cette histoire avait une particularité. Alors déjà, c'était de la science-fiction, encore une fois, et c'était une BD qui était entièrement muette et qui s'appelait Mix 315, dont on a quelques planches. Moi, j'ai réussi à retrouver quelques planches sur Internet. Et alors, pourquoi elle est célèbre, cette histoire? Parce que, à la lire, il paraît évident qu'elle a énormément influencé Moebius, rien que ça, pour sa fameuse histoire qui s'appelle Arzark. Il y a vraiment des points communs troublants entre les deux histoires, sachant que l'histoire de Raymond Pohivet est antérieure à la bande de Moebius. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a eu des interviews où Moebius s'exprimait à ce sujet, mais ça paraît évident qu'il s'est inspiré de cette histoire. Alors en 1974, Raymond Pohivet s'associe à un autre grand, alors pas spécialement de la bande dessinée, mais un grand tout court, puisqu'il s'appelle Jean-Pierre Dionnet, et qu'il a officié dans plein de domaines, en particulier dans le cinéma. Si vous connaissez les fameuses émissions qu'il a animées sur Canal+, pendant de longues années, Cinéma de quartier et Quartier interdit, où il nous faisait découvrir plein de films complètement oubliés et de merveilleux films. Jean-Pierre Dionnet a aussi fait du scénario BD, et il a créé pour Pohivet la bande qui s'appelle Tyriel. C'est encore une bande de science-fiction qui met en vedette un jeune homme qui s'appelle Tyriel, hein, c'est le nom de la BD, qui se retrouve embrigadé dans des combats, des luttes de pouvoir sur une planète lointaine qui s'appelle Tirzal. Alors là, il y a des albums qui sont sortis, je crois même qu'il a été réédité, il y a une réédition de l'album, qu'on doit encore pouvoir trouver en cherchant bien chez les bouquinistes, mais c'est largement en voie d'épuisement aussi. Alors à partir de 1978, Raymond Pohivet s'est mis à créer des BD à titre d'auteur complet, c'est-à-dire dessin et scénario, et il a surtout fait de la SF. En particulier, il y a deux albums à retenir de cette période. Il y en a un très étrange qui s'appelle L'échiquier cubique, qui est paru chez Glénat justement en 1978. En cherchant bien, on doit pouvoir trouver chez les bouquinistes.
Et puis il y a un autre album, je trouve encore plus bizarre, qui s'appelle Opus 4, qui est paru chez un tout petit éditeur qui s'appelle Artefact en 1985, et qui mérite le coup d'œil, ne serait-ce, encore une fois, pour les magnifiques dessins de Poivet. Voilà, donc Poivet, j'en ai pas parlé, mais il a fait plein d'autres choses. En particulier, il a fait pas mal de bandes historiques tout au long de sa carrière. Il a fait, je crois, une adaptation de Faust aussi à un moment donné. Enfin, il a fait des tonnes de choses. Hein. Il a des milliers de planches de BD à son actif. Donc c'est complètement illusoire de pouvoir résumer là, en quelques minutes toute sa carrière. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'ouvrir immédiatement ce nouveau tome de l'intégrale des Pionniers de l'Espérance paru chez Fordis. On regarde ça tout de suite. Voici donc ce nouveau volume de l'intégrale des Pionniers de l'Espérance qui est paru chez Fordis. Alors ici, c'est le volume 12. Donc, avant de vous montrer un petit peu ce qu'il contient, je vais me sentir obligé quand même d'expliquer un petit peu cette parution qui est assez particulière. Alors c'est le 3e volume qui est paru, puisque avant il y a eu le volume 11, et avant le volume 10. Alors vous me direz, pourquoi ça commence au volume 10? Alors je vais vous expliquer un peu. Donc je vais regarder un peu dans ce volume 10, le premier donc qui est paru chez Fordis il y a 3 ans, ou 2 ans, je sais plus. Alors avec était fourni un petit flyer qui explique un peu les choses, donc il vous explique enfin l'intégrale des Pionniers de l'Espérance, et à l'intérieur, vous avez toute on va dire une frise un peu, qui vous explique un petit peu tous les épisodes qui sont parus dans Vaillant puis Pif Gadget. Alors, en fait, Fordis a décidé de commencer par publier, logiquement, les épisodes qui n'étaient jamais parus en album, et c'est-à-dire ces épisodes à partir du volume 10, les épisodes qui correspondent à la fin de la série. Tous les premiers épisodes, enfin presque tous les premiers épisodes, sont déjà parus d'une manière ou d'une autre en album. Mais même ça, c'est très compliqué. Alors je vais vous expliquer un petit peu, j'ai fait un tableau un petit peu qui résume l'ensemble. Alors voilà le tableau. Donc, tous les premiers épisodes, alors les premiers épisodes, c'est les épisodes 1 à 12, ils sont parus au milieu des années 80 chez Futuropolis, dans 5 albums qui sont ici. Mais bon, alors l'inconvénient, c'est que ces albums donc, sont anciens et sont difficilement trouvables maintenant. Mais bon, c'est rien à côté de ce qu'il y a après. Donc là, il y a 5 albums. Alors, c'est pas allé jusqu'au bout. Hein. Le but, c'était de faire l'intégrale, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. Il y a eu que 5 albums. Alors ces albums, si vous arrivez à les trouver malgré tout, ils sont de facture assez correcte, hein, l'impression est relativement bonne. Ensuite, si on prend les épisodes dans l'ordre chronologique de parution, eh bien il faut chercher un album qui est paru chez le micro-éditeur Topinambour en 2010. Alors je dis micro-éditeur parce qu'effectivement cet album est paru à très très peu d'exemplaires et est très difficile à trouver, malgré sa date de parution relativement récente. Alors ensuite, il y a un épisode qui n'est jamais paru en album, donc là c'est du boulot pour Fordis aussi. Et ensuite, on reprend à l'épisode 15, de l'épisode 15 à l'épisode 30, chez Soleil, au milieu des années 90, qui a publié donc 15 épisodes en 2 tomes. Alors ces 2 tomes, pareil, très difficiles à trouver, hein, ils sont épuisés chez l'éditeur. J'avoue que moi je les ai jamais vus chez les soldeurs, donc si vous les trouvez, regardez un peu. Du coup je ne connais pas le contenu, mais chez Soleil je pense que ça doit être relativement bien imprimé. Et ensuite, si on veut continuer, eh bien il y a les épisodes 31 à 50 qui ont toujours été publiés chez Topinambour au cours de l'année 2009. Là, il y a eu 5 albums qui correspondent environ à 20 épisodes parus chez Topinambour. Toujours le même problème, très difficile de trouver ces albums. Alors Fordis, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Il a publié les épisodes qui n'étaient jamais parus, donc pour l'instant les épisodes 51-74 en 3 volumes, dont je vais vous montrer le 3e volume, là dans cette vidéo. Et a priori, ils vont
continuer la publication jusqu'au dernier épisode, donc dans les volumes suivants. Ensuite, Fordis a prévenu, si les ventes suffisent, le but au final c'est de faire une intégrale complète. Donc tous les premiers épisodes qui sont parus chez tous ces éditeurs devraient paraître aussi au fur et à mesure chez Fordis, à commencer par les épisodes 13 et 14, puisque ceux-là sont très difficiles à trouver. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce volume 12. Alors, ce volume 12, hop, je le reprends, voilà, il est là, ce volume 12, je l'ouvre. Alors, c'est un très grand format, et ce qui est bien, c'est qu'il y a du papier mat, et c'est du papier très épais, vraiment, c'est de la très bon papier, très joli papier. Là, chapeau Fordis pour ces intégrales, alors du coup, qui sont épaisses malgré leur nombre de pages relativement limité, mais c'est dû à la qualité du papier. Alors, on commence par une préface de Dominique Poivet, qui connaît bien Raymond Poivet, c'est évident, et préface assez intéressante ici, bien que relativement courte. Alors, il faut quand même que je vous explique un petit peu ce qu'est les Pionniers de l'Espérance. Alors, c'est une série qui est parue pour la première fois dans l'hebdomadaire Vaillant le 14 décembre 1945, dans le numéro 45 de Vaillant. Et c'est une série assez particulière, puisque c'est une série de science-fiction, ce qui n'était pas courant à l'époque. En plus, c'est une série de science-fiction, donc d'anticipation même, on pourrait dire. Alors, qui se passe à une époque assez indéterminée. Parfois, il y a des dates qui sont notées, mais elles ont tendance à changer assez souvent. Donc, on va dire que l'époque est indéterminée, mais c'est dans le futur, on va dire. Et dans le futur, eh bien, la science, pour une fois, c'est pas une dystopie, c'est un futur relativement heureux, puisque la science est là pour apporter le bonheur aux humains. Et il y a une grande organisation internationale qui a pour but justement d'apporter la science et ce qu'elle peut donner de bien à l'humanité, non seulement sur Terre, mais dans tout l'univers, puisque la conquête spatiale a commencé, et donc on peut, l'exploration spatiale a commencé, et on peut se déplacer de planète en planète, ce dont ne vont pas se priver les héros de cette aventure. Alors d'ailleurs, parlons-en des héros. Au tout départ, les aventuriers dont on va suivre les aventures au fil des épisodes, au départ ils étaient 6. C'est international, donc il y avait 2 Français, une Américaine, une Chinoise, un Russe, un Anglais. Mais bon, ça va pas durer très longtemps. D'ailleurs, dès la première aventure, il y en a 2 personnages parmi les 6 qui vont mourir. Bah oui, on faisait mourir déjà des personnages à l'époque. Et au fil des épisodes, au final, il ne va rester que 2 aventuriers. D'ailleurs, ça sera plus facile à scénariser, du coup, puisque à la fin, les histoires ne feront plus que 12 pages. Donc, 6 personnages en 12 pages, ça aurait été un peu compliqué. Donc, 2 aventuriers, un Français qui s'appelait Robert au départ, mais qui va être renommé Tanga, et une Américaine qui se prénomme Maud. Et les 2, bien sûr, sont amoureux l'un de l'autre, même si il n'y a rien d'explicite dans la BD. Je vous rappelle que c'est une BD qui a commencé dans les années 40, qui paraissait dans un journal pour jeunes, Pif Gadget. Donc, bien sûr, rien de déplacé à ce niveau-là. Et donc, cette série va paraître comme ça pendant très longtemps, pratiquement 30 ans, puisqu'elle va s'arrêter le 26 septembre 1973 en Pif Gadget numéro 239, pour la bonne raison que Raymond Poivet va purement et simplement être viré du journal, sans trop d'explications d'ailleurs, et il n'a jamais vraiment trop su
ce qui a précipité son départ, parce que la série marchait relativement bien malgré tout, c'était pas une question de succès pour la série, mais bon, bah, malgré tout, la série s'est arrêtée en 1973. Donc j'ai parlé de tous les albums du début, hein, qui sont édités chez Futuropolis. Il y a d'autres albums qui existent, mais des albums encore plus anciens, donc encore plus difficiles à trouver, qui ont été édités tout simplement chez Vaillant. Hein. Il y a une douzaine d'albums qui ont été édités comme ça. Alors des albums assez peu épais en général ils ne contiennent qu'une seule aventure des pionniers de l'espérance. Mais si vous arrivez à les trouver, tant mieux pour vous. Hein. Ce sont eux les véritables éditions originales. Alors, donc, dans cet album-là que je tiens devant vous, eh bien, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aventures. Alors, vous voyez qu'il y a le titre des aventures à chaque fois de marqué, et la date de parution dans Pif Gadget. Donc, vous voyez qu'on approche de 1973, c'est presque les dernières aventures. Alors, quand on tourne les pages, alors déjà, on se rend compte de la virtuosité graphique et l'inventivité dont fait preuve Raymond Poivet. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas de bulle à proprement parler, de phylactère. Malgré tout, il y a des dialogues, hein, mais les dialogues sont simplement écrits, et puis vous avez un petit trait qui indique quel personnage parle. Mais c'est tout, hein, c'est une particularité de cette bande. Alors, il peut arriver qu'il y ait des choses qui ressemblent un peu plus à des bulles, comme ici, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez hein, qu'il peut y avoir des vaisseaux spatiaux, des espèces de créatures mécaniques. Stanley Kubrick n'a rien inventé avec 2001 Odyssée de l'espace. Hein. Regardez, c'est le design de ces vaisseaux spatiaux hein, qui sont assez réussis. Hein. Alors tous les épisodes, je disais tout à l'heure, font 12 pages. Alors ça peut paraître peu, mais en fait, Roger Lécureux arrive à se renouveler sans cesse. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'au début de chaque épisode, on rentre directement dans le vif du sujet. Hein, ça commence tout de suite. Oui, 12 pages, il n'y a pas de temps à perdre. Si on veut avoir une histoire qui tienne la route, et croyez-moi, elles tiennent la route, les histoires, malgré leur nombre impressionnant, et il y en a plus de 80 qui sont parus, eh bien on n'a jamais l'impression de redite hein, ou de répétitivité. Lécureux a réussi à trouver l'inspiration hein, et à retrouver des angles d'attaque pour les histoires sans qu'on ait l'impression qu'il y ait une routine qui s'installe. Vous voyez cette espèce de serpent géant là. Alors, il y a des scènes hein, qui pouvaient être relativement impressionnantes à l'époque. Hein, moi, j'imagine qu'étant enfant, si j'avais lu ça, j'aurais été vraiment saisi d'effroi. Hein. Alors là, la publication se fait en noir et blanc. Il existe certaines versions couleur de certaines histoires, mais pas toutes. Hein. Ça dépendait. Parfois, c'était publié en couleur, parfois en noir et blanc. Donc là, on est sur une planète avec des hommes un peu sauvages. Voilà, bon, j'avance. Hein. On est presque à la planète des singes, là. Hein. Le sarcophage zorien. Alors vous remarquez hein, que la qualité d'impression est impeccable. Hein. Là, franchement, Fordis fait du très bon travail sur ses intégrales. Hein. Il n'y a pas une seule page qui peut paraître un peu floue ou mal imprimée. Franchement, c'est très 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 beau. Hein. Et puis sur ce papier mat, hein, vraiment le dessin de Poivet ressort très très bien. On est vraiment dans la guerre des étoiles, là, vous voyez, il y a des combats spatiaux. Alors là, c'est
une planète lointaine qui envoie toute une armada conquérir la Terre. Que vont faire les pionniers de l'Espérance pour empêcher ça? Alors là, c'est... Alors ça doit être plus ou moins inspiré du film L'homme qui rétrécit, là où Tanga se retrouve minuscule. Alors ça va poser problème, parce que on va avoir du mal à le retrouver, parce qu'il se passe des choses... Le paradis du diable. Ah, ils ont l'art de la formule, hein. Ah oui, là c'est sur dans une ville où il y a tout un lot d'animaux sauvages qui se sont échappés et qui empêchent la population de sortir, puisque c'est dans une ville où il n'y a plus aucune arme, hein, parce que tout se passait dans le meilleur des mondes, les armes étaient devenues inutiles, et là, il va falloir faire quelque chose, hein. Vous voyez, il y a des scènes d'attaque assez réussies. Regardez ces animaux. Ah oui, et puis on termine le volume par un épisode qui s'appelle La désertion de Tanga, ce qui tout de suite, le capitaine Tanga a déserté, c'est la première bulle. C'est quelque chose qui est incompréhensible, hein, vu la droiture habituelle de ce héros. Bon, bien évidemment, il y a quelque chose là-dessous, hein, qui va être expliqué. Voilà. Bon, alors on va voir maintenant pour les notes. Alors tout d'abord pour la qualité de fabrication, rien à dire, hein, c'est du bon travail de la part de Forbus, mais enfin bon, ils nous ont habitués à toujours sortir des albums, hein, qui étaient normalement bien finis. Bon, il n'y a pas de fioritures, mais il y a ce qu'il faut, il y a du papier mat, donc moi je suis content. Et voilà, donc je ne vais pas m'éterniser outre mesure, ça mérite un bon 4 sur 5. Alors, au niveau des bonus, par contre, là, c'est la portion congrue. Il n'y en a pour ainsi dire pas, des bonus. En dehors de la préface de Dominique Poivet, alors qui est intéressante en soi, hein, mais bon, il y a moyen de faire beaucoup plus sur cette série géniale qu'est Les Pionniers de l'Espérance. Bon, c'est un peu dommage, hein, donc, non, il n'y aura pas la moyenne, il y aura seulement 2 sur 5 pour les bonus. Alors, quant à l'intérêt lui-même de l'album, hein, la note générale, eh bien, vous avez compris que moi, j'ai beaucoup aimé. Hein, c'est vraiment... alors, on n'a pas l'impression que cette bande dessinée est si vieille que ça, parce que ça fait pas du tout daté, hein, même dans les dialogues, hein, le langage est relativement moderne, donc ça se lit vraiment très très bien. Donc faut pas que vous soyez un peu effrayé, hein, par le fait que cette bande dessinée est vieille, hein, franchement, ça se lit très très bien, et je le répète, hein, les épisodes ne sont pas du tout répétitifs, on peut très bien lire tout l'album d'une seule traite sans se lasser, il n'y a pas de problème. Et puis le fait que, pour une fois, on vit dans un monde qui est relativement bienveillant. Alors je parle sur Terre, hein, parce que les pionniers vont bien sûr explorer d'autres planètes et univers où là, la bienveillance n'est pas toujours de mise, hein. Il y a des épisodes où il y a des méchants, hein, bien sûr. Mais globalement, c'est une bande qui fait plaisir à lire. Et je pense lui mettre un bon 4 sur 5, hein, j'irais même jusqu'à 4,5 sur 5 si je mettais parfois des demi-points. C'est quand même pas mal du tout, voire très très bien. Voilà pour les notes.
Alors maintenant, comme je vous l'avais annoncé, on va enchaîner sur quelques découvertes d'autres albums de Raymond Polivet que j'ai en ma possession. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, ces albums sont assez rares, mais je vais vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai et puis ce qu'on peut acheter sans trop de problèmes en ce moment. On commence par un exemple des tomes qui sont parus aux éditions du Topinambour dont je parlais précédemment. Alors moi j'ai réussi à trouver celui-ci qui est marqué livre 1. Alors ces albums sont très très rares, mais ils sont pas pour autant exempts de défauts. Alors on voit quand même un dos toilé, mais à l'intérieur, l'impression n'est pas tip-top, hein. Ça ressemble plus à de la photocopie noir et blanc qu'à une vraie impression. Une vraie impression. C'est-à-dire que c'est un peu flou, un peu baveux. Mais bon, quand je l'ai acheté, c'était le seul moyen d'avoir accès à ces épisodes des Pionniers de l'Espérance. Alors on va remarquer qu'il y a certaines pages qui sont en couleur. En fait, les premières pages sont en couleur et le reste, à chaque fois de l'épisode, est en noir et blanc. Donc, Topinambour avait pour but de faire une intégrale, mais malheureusement a fermé ses portes avant d'arriver au bout. Et donc il n'y a que 6 albums en tout qui sont parus. Et donc en voici un. Mais bon, il vaut mieux que ce soit Fordis qui fasse une vraie intégrale, hein, puisque la qualité des albums de Fordis n'a rien à voir avec ceci. Alors, on s'arrête pour les Pionniers de l'Espérance et on passe à autre chose. Autre héros dessiné par Raymond Polivet, c'est Guy le Bleu. Et Guy le Bleu, j'ai l'intégrale de ses aventures, alors vous pouvez aussi l'acquérir, car les albums sont disponibles. Alors moi, le premier album, j'ai une édition qui n'est plus disponible par contre, puisqu'elle est parue chez l'éditeur, l'ancien éditeur, puisqu'il n'existe plus, Sangam, et qui avait pour but de faire une collection Jean-Michel Charlier, alors collection qui a repris Fordis. Mais bon, alors ça donnait quoi? Alors c'était un beau dos toilé. Les albums Sangam, eux, étaient de très bonne qualité. Alors, surtout avec un rédactionnel très intéressant, très très riche. Et là, l'album s'ouvre sur un dossier conséquent de plus d'une quarantaine de pages sur Guy le Bleu et surtout sur la carrière de Jean-Michel Charlier, hein, puisque c'est la collection, et aussi de Raymond Polivet. Hein, vous voyez, là, ils ont reproduit certaines de ses illustrations. C'est un dossier vraiment qui motive l'achat de l'album à lui tout seul. Regardez-moi ça, toutes ces superbes illustrations. Une remise dans le contexte de l'époque. Et on va commencer l'aventure, voilà. Alors c'était tout en la vie. Vraiment très très joli, très très beau hein, le dessin. Alors cette aventure en fait est parue en 2 parties, et donc là il s'agit de la première partie, donc qui est parue chez Sangam. Sangam le Castor Astral, hein, c'était une coédition. Et là je suis très très content d'avoir réussi à avoir cet album. Alors les suivants, eux, sont parus chez Fordis, dans la collection Patrimoine. Et donc là, c'est la deuxième partie de Halo DMA, donc le premier album que je viens de vous montrer. Alors moi, j'ai eu une version collector, c'est-à-dire que j'ai eu droit à un bel ex-libris numéroté avec. Voilà, donc la suite de la collection Jean-Michel Charlier. Vous voyez, moi j'ai une édition numérotée. Donc la suite de Halo DMA. Alors là, qui est beaucoup plus longue au niveau pagination. Bon, je vais pas... Il y a une partie qui est en couleur. Parce qu'elle a été publiée comme ça, hein, tout simplement. À l'époque, dans Pilote, hein, il y avait certaines pages qui étaient en noir et blanc et d'autres en couleur.
Et Guy le Bleu a eu droit à la couleur sur la fin de cette aventure. Alors il y a un petit dossier à la fin, alors, mais qui est beaucoup moins conséquent que celui dans l'édition de Sangam. Je crois qu'il fait 16 pages le dossier. Mais c'est toujours bon à prendre. Voilà. Voilà pour le deuxième tome. Allez, j'y vais, tant que j'y suis. Je vous montre le troisième tome, Les Pirates de la Nuit. Alors j'ai toujours un petit ex-libris, mon édition numérotée, le dossier, et l'album, alors lui qui est entièrement en couleur cette fois-ci. Quatrième album de Guy le Bleu, La Cité secrète de la mort. Alors là, j'ai deux ex-libris, tous les deux numérotés. Cité secrète de la mort, voilà, aventure intégralement aux couleurs, avec les couleurs d'époque. C'est de la très bonne BD d'aventure, hein, Guy le Bleu. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas. Et un dossier. De 8 pages. Voilà. Et dernier album de Guy le Bleu. 15 milliards de diamants. Alors attention, hein, certaines des couvertures de ces albums ne sont pas de Raymond Poivet, mais de Antonio Parras. Antonio Parras, qui à l'époque n'était pas encore connu pour sa célèbre série Le Lièvre de Mars. Allez, j'ai à nouveau deux ex-libris numérotés. Et à nouveau, une aventure entièrement en couleur. Vous voyez que la plupart du temps, c'est des aventures à forte pagination, quand même. Le petit dossier de 8 pages. Et voilà pour Guy le Bleu. Alors, autre album que je possède, dessiné par Raymond Poivet, Les aventures de l'agent P60. Alors ça a été édité au coffre à BD, quand le coffre à BD éditait encore des albums, puisque maintenant c'est surtout devenu un revendeur depuis que la direction a changé. Mais à l'époque, ils faisaient éditer des albums et ils éditaient pas mal de choses intéressantes. Alors là, d'ailleurs, la finition de l'album est assez réussie. Alors par contre, c'est toujours un peu décevant parfois au niveau de la qualité d'impression, qui ressemble plus à de la photocopie qu'autre chose. Mais bon, si c'est le moyen d'avoir ces bandes dessinées qui sont très très rares, moi je suis prêt à y mettre le prix. Alors, ces aventures, on va dire policières, hein, ont été réalisées en partie pour faire la promotion de voitures de Simca. Mais bon, ça se voit pas trop dans l'album. Hein. L'album est une aventure policière assez classique, hein, mais c'est assez plaisant à lire, hein, quand même. Hein. Alors vous voyez que c'est en couleur, mais enfin, on peut appeler ça de la trichromie. C'est du noir, du blanc, du rouge et du gris, on va dire. C'est pas de la quadrichromie, ça c'est sûr. Mais ça se lit très bien. Hein. Alors ça, c'est un petit peu daté, mais bon, moi j'ai bien apprécié la lecture de cet album. Puis un petit dossier justement sur ces voitures à la fin. Ben voilà, regardez, la Simca Aronde P60.
à partir de 598 000 francs. C'était les anciens francs, ça. Voilà. Les albums du coffret BD, vous voyez, il publiait pas mal d'albums. Mais malheureusement, c'est terminé. Et puis, dernier album que je possède, dessiné par Raymond Poivet. Alors c'est pareil, hein, c'est paru, je crois, au coffret BD, quoique je vois pas de mention d'éditeur. Pourtant, il me semble bien que je l'ai acheté sur leur site. Alors, ça s'appelle Les Diamants de l'Oural. Alors ça, c'est une compilation de bandes historiques qu'a réalisé Raymond Poivet. Donc, vous voyez, il y a quatre histoires. Les Diamants de l'Oural, qui donne son titre à l'album. Une bande sur Yuri Gagarin, hein, le premier homme à être allé dans l'espace. Une bande sur Lénine, et une bande qui s'appelle Rouge et Or, où il s'agit de football. Alors là, contrairement à ce que je disais précédemment, la qualité d'impression est très bonne. Vous pouvez vous en rendre compte. Hein, franchement, c'est pas baveux, le graphisme ressort bien. Là, je dis chapeau, le coffre à BD, là, c'est bien pour cette première histoire. Alors là, ça se gâte un petit peu sur celle-là. C'est un peu moins bien. Là, vous voyez, c'est un petit peu baveux. Mais sur le début de l'album, disons que c'était bien. Là, sur la Yuri Gagarin aussi, c'est pas mal. Sur Lénine, un peu moins bien, mais bon... Disons que la qualité d'impression n'est pas égale sur tout l'album, malheureusement. Mais bon, il y a du bon et du moins bon. Et Rouge et Or, donc, sur du football. Voilà, ici s'achève cette vidéo qui avait pour but de vous faire découvrir donc ce bel album tome 12 des Pionniers de l'Espérance paru chez Fordis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'espère vous donner rendez-vous assez vite pour une prochaine vidéo Unboxing BD. Allez, à bientôt tout le monde, merci pour les 500 abonnements et n'hésitez pas à demander tout ce que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, ciao!